Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons encore attendre quelques minutes. Il est 14 heures tout pile. Juste pour les derniers inscrits, on laisse, allez, 1 minute 30 de courtoisie, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Et si on veut pas déborder de trop, il faudra pas qu'on traîne. On vous a mis un petit webcam pour vous dire bonjour et après on coupera pour la présentation Et aussi en termes de débit. aussi. Bon, on va se rapprocher de la minute 30 de courtoisie. Donc on va bientôt commencer. Merci à tous déjà d'être présents avec nous. Le temps que tout le monde arrive, je propose qu'on se présente rapidement. Je prends la parole et Yoann, je te laisse dire un mot. Donc je suis Florian Noël Dupérat, Channel Account Manager chez WatchGuard. Et on va aujourd'hui vous parler du service MDR chez WatchGuard. Et moi, je suis Yoann Levé, comme c'est indiqué sur la slide. Mais ma photo ne ressemble pas du tout à ce truc que Florian a bricolé. Là, j'ai l'impression d'avoir 18 ans. On se rajeunit Photo. chez WatchGuard. C'est beau. Bon, on va y aller. C'est parti. 14h02, on commence. Donc, du coup, aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu sur comment positionner le service MDR WatchGuard par rapport à votre marché. Le déroulé en quelques points. D'abord, on va parler d'actualité, principaux défis cyber liés pour les TPE, PME, ETI et les collectivités. Ensuite, on va synthétiser comment relever les défis grâce au service MDR. Plus en détail avec Johan, on va parler du service MDR, de la structure, du fonctionnement. Et enfin, je reprendrai la main sur la pénétration du marché et on aura un petit temps, je l'espère, de questions-réponses, si on déborde pas trop. Euh, essayer de se tenir au timing. Donc, je commence. La partie défi cyber pour les TPE, PME, ETI et collectivités. Donc l'enjeu, c'est de s'interroger sur la raison en fait de ce service MDR aujourd'hui. Attends, je vais fermer mon Teams, j'ai peur que ça nous gêne pendant toute la présentation. Donc, on va faire un résumé et après je vais le développer. Je pars un peu par la fin, mais les principaux défis, il y a 4 défis majeurs que rencontrent aujourd'hui les TPE, PME et collectivités territoriales. Le premier, c'est l'activité croissante des cybermenaces. Ça, je vais passer un petit temps dessus pour bien ancrer cette notion chez les partenaires, permettre aussi d'avoir cette confiance quand vous allez échanger avec vos clients. Le deuxième critère, c'est le manque d'expertise cyber chez nos clients finaux. Je pense que vous êtes aussi confronté en tant que partenaire au marché de recrutement qui est difficile et trouver des profils experts cyber et la complexité des environnements informatiques. En effet, aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus d'applications web, il y a de plus en plus de demandes d'externalisation. On a hérité aussi de l'époque Covid avec beaucoup de télétravailleurs, beaucoup de gens en distanciel. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire comment on fait pour protéger toutes ces surfaces d'attaque qui sont de plus en plus riches et de plus en plus complexes. Et comment on fait pour le faire bien, donc avec des éventuelles compétences cyber. Ah oui, j'ai pas signalé, vous avez un chat, je préfère le dire tout de suite. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à écrire dedans. On a la chance d'être accompagné aussi d'Alexandre Arnaud qui pourrait vous répondre tout au long de la présentation. Troisième critère, troisième défi, les réglementations et les pressions de conformité. Il y a eu une grosse tendance RGPD à une époque. Aujourd'hui, on est en plein dans la réflexion NIS 2. Il y a la directive DORA pour le monde de la finance. Donc, ça cible aujourd'hui certains établissements, les entités importantes, les entités essentielles pour la partie NIS 2. DORA, c'est plutôt le monde de la finance. Je pense que ce qui doit être important pour la TPE, PME et la collectivité, au-delà du fait qu'elle soit nommée et qu'elle soit ciblée, c'est de s'interroger sur le niveau moyen des besoins en sécurité des différents secteurs et de se dire est-ce que je suis quelque part les tendances
ou est-ce que je suis en train de décrocher complètement par rapport aux exigences qui sont demandées? Au-delà de ça, dans certains secteurs, si vous bossez proche de la défense, de l'énergie ou ce genre de choses, il peut y avoir aussi des demandes de normes exigées pour conserver ces contrats. Et enfin, le coût total d'une cyberattaque, hein, donc ça c'est la partie un peu intuitive, mais on va quand même le développer. Il y a des choses plutôt sous-jacentes qui ne sont pas toujours intuitifs sur le fait de savoir comment éviter le risque cyber et quelles seraient ses conséquences. Donc ça, c'est les, pardon, c'est les défis que vous rencontrez généralement vos clients. Et on va voir au long de cette présentation comment le MDR pourra vous aider à y répondre au mieux. Donc sur la partie activité croissante de cybersécurité, on est verni entre guillemets, et ça c'est mon devoir aussi un peu civique, puisque récemment l'ANSSI, j'espère que vous connaissez tous l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a publié son panorama des cybermenaces 2024 début mars. Ils le font chaque année, donc vous pouvez le taper sur Google et le télécharger et le lire. Je pense que encore une fois, c'est un devoir civique. Que quand j'étais jeune, il y avait l'éducation civique à l'école, et j'espère qu'aujourd'hui, dans l'éducation civique, on parle aussi de cybersécurité et qu'on fait lire ce document parce qu'il fait une 50aine de pages. C'est assez clair et facile à lire. J'ai pris quelques morceaux choisis. C'est juste pour illustrer voilà, l'activité croissante des cybermenaces. L'ANSSI indique bien que les attaquants sont liés à un écosystème cybercriminel et réputés liés à la Chine ou à la Russie, et le fait que ça impacte l'écosystème national de manière systémique. Donc ça veut bien dire que ça impacte tout le monde. Du point de vue des moyens mis en œuvre par les attaquants, l'ANSSI a constaté la poursuite des attaques visant la chaîne d'approvisionnement pour atteindre des cibles d'intérêt, des cibles finales d'intérêt. Donc ça veut dire que les noms, et on va en citer quelques-uns, généralement qui sont touchés avec des ransomware, sont issus d'attaques également de prestataires, de fournisseurs, de personnes qui sont ou d'applicatifs qui sont chez le client, chez la cible, la victime finale, la victime visée. Je mets encore 2 slides rapides, 2 morceaux choisis par rapport au panorama de la cybermenace. On voit une tendance qui se stabilise par rapport à 2023-2024 sur les attaques par rançongiciel. Il faut bien avoir en tête que le rançongiciel, c'est l'attaque un petit peu de détonation ultime, puisqu'on va bloquer finalement, on va chiffrer un système, donc on ne pourra plus exploiter les informations, pas faire d'espionnage, pas faire tout un ensemble de nuisances. Donc ça veut dire qu'on arrive entre guillemets à vouloir rentabiliser, quand je dis on, c'est l'attaquant, je me mets dans l'autre camp, pour exprimer qu'on est dans l'attaque un peu ultime. On voit bien que les menaces sont particulièrement importantes en France, ça a été bien signalé. On voit une petite chute en juillet, il y a eu la période JO où il y a eu moins d'activité, plus de durcissement de sécurité, et on voit bien que c'est reparti très vite par la suite sur la fin de l'année, sur les histogrammes orange. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ANSSI signale bien, tout ça c'est des éléments choisis de l'ANSSI, c'est des paraphrases. Les attaques ayant pour finalité l'extorsion financière peuvent aggraver la situation des victimes les plus précaires. Donc voilà, je pense que tout est dit. Enfin, sur la partie, encore une fois, stats, les victimes par rançongiciel sur les différents secteurs, à gauche 2023, à droite 2024, on voit que les parts les plus importantes sont la verte et la jaune, qui sont les PME, TPE, ETI et les collectivités territoriales. Hop. Donc là, pour le coup, on a cette même tendance de victimes majoritairement et sur ces tailles de structure. Il est cité que les coûts de sécurisation du SI et de mise en place d'une supervision sont souvent largement inférieurs à ceux de la remédiation. Et comme si ça ne suffisait pas, le 2 avril dans les Échos, Vincent Strubel, donc dirigeant de l'ANSSI, le président de l'ANSSI, a été interviewé et a cité ça coûte 10 fois moins cher de se protéger que de subir une attaque. Donc, voilà, je pense que le message est très clair. Pensez à vous renseigner sur les outils de sécurité existantes avant de subir une attaque, puisque aujourd'hui, on voit que les conséquences et les dépendances à l'informatique font que ça peut être critique. Si ça ne suffit pas chez des clients de lire un document issu du service public qui les informe qu'il faut faire un effort en termes de cybersécurité, vous pouvez très bien aller sur un site ransomware.live/map/fr qui recense tout un ensemble de publications. Là, c'est issu de mars et d'avril et je n'avais même pas de place pour mettre tout le monde. Et le but, c'était pas de mettre des gens en particulier, c'était bien sûr de signaler. Vous voyez, il y a des universités, il y a
comment dire, dans la zone, il y a la Guadeloupe, il y a des zones à Rennes en Bretagne, il y a des groupes comme Orange, enfin, il y a tout type de structure et c'est récurrent et il y a systématiquement, malheureusement, des attaques. Donc, il faut savoir que, comme le disait l'ANSSI dans son panorama des menaces, c'est toute la chaîne d'approvisionnement, c'est tout l'écosystème qui est impacté. Quand il y a une attaque à l'université de Rennes, bah, d'où vient l'origine, ce sera l'enquête et les investigations qui l'indiqueront. Ça ne sera probablement pas publié, mais ça peut être issu d'un petit prestataire, d'une nouvelle applicative qui demandait des accès sur le site et qui n'avait pas forcément le niveau d'exigence requis en termes de sécurité. Donc voilà, c'est une nouvelle illustration. J'ai évoqué le fait qu'il y avait le manque d'expertise, que les surfaces d'attaque étaient grandes. Je vous ai dit que les conformités et les normes étaient de plus en plus élevées, de plus en plus importantes. Et le coût réel d'une cyberattaque, je vous le détaille sur cette slide, c'est de mettre en lumière le fait qu'il y a des impacts évidents, des impacts notoires, et il y a les impacts sous-jacents. Et il faut bien les mesurer et les comprendre pour pouvoir le réexpliquer aux clients et dire pourquoi est-ce qu'on vous encourage à élever votre curseur de sécurité et vous équiper de services type du MDR. C'est parce que vous avez des conséquences lourdes. Elles sont résumées en 3 colonnes. Une colonne économique, une colonne du temps passé et une colonne de la réputation, une colonne de la notoriété. D'un point de vue économique, c'est un peu l'impact notoire. Aujourd'hui, s'il y a un rançongiciel, on va vous demander une rançon, donc vous allez savoir la valeur que ça va vous être, que le client va devoir payer pour éventuellement récupérer une clé de déchiffrement, ce qui, bien entendu, n'est pas conseillé et n'est pas recommandé de faire. Une perte de revenus, puisque dans cette période, vous allez probablement, enfin, vous n'allez pas pouvoir facturer si vous n'avez pas accès à vos outils de facturation, des éventuels frais juridiques, des amendes réglementaires, puisqu'on a tout un ensemble de nouvelles normes et réglementations qui pourraient donner les moyens de mettre des sanctions si vous êtes principalement récidiviste aujourd'hui et demain peut-être en cas d'inspection surprise dans NIS 2, ça pourrait être autorisé, prendre des amendes si rien n'est fait, rien n'est mis en place. Le temps passé, bien sûr, le temps d'arrêt qui va empêcher de faire de la production, le temps de la découverte, comprendre l'origine de l'attaque. Ça, il faut bien mesurer qu'il y a une investigation qui sera menée aussi par les pompiers cyber, l'élimination de la menace et la restauration. Donc là, c'est simple, hein, c'est d'essayer de comprendre l'origine et de reprendre du service et bien sûr le temps consacré par les employés. Le temps consacré par les employés, ça va aussi avec l'adaptation à l'organisation, de dire comment on va faire pour être aujourd'hui productif, donc tout le chamboulement que ça peut engendrer, en sachant qu'il y a aussi le traumatisme qui peut être issu à ça, parce qu'il y a la perte de confiance de l'entourage qu'on voit dans la notoriété et confiance, mais ça peut aussi impacter les salariés qui auront vécu une période de chamboulement dans leur quotidien et peut-être de manque de confiance après derrière aussi dans les outils, dans les systèmes informatiques. L'atteinte à la réputation, ça peut être des clients, des fournisseurs qui vous le reprochent, ou même, je dirais, des clients ou des concurrents qui pourraient l'utiliser contre vous, et pour montrer que vous n'êtes pas des personnes de confiance éventuellement. Et la notification réglementaire de l'incident, ça il faut, s'il y a de la donnée personnelle qui a été publiée, il faut le notifier à la CNIL dans les 72 heures. Et enfin, les données compromises, effectivement, même si vous redémarrez, il peut y avoir un risque que les données soient malheureusement vérolées, soient pas les bonnes, ou soient source, en tout cas, d'une future attaque. Donc, le coût du réel d'une cyberattaque, c'est bien plus qu'une demande de rançon, c'est un ensemble, et il faut bien le mesurer, il faut bien l'exposer au client pour qu'il mesure pourquoi vous venez avec des solutions de cyber et pourquoi ça peut représenter un coût. C'est pour éviter tous ces ensembles de risques et d'impacts dans leur quotidien. Une conclusion sur les principaux défis. Alors souvent on dit que on retrouve dans la nature d'autres éléments qu'on a dans nos sociétés. Ce qu'on évoque un petit peu avec ces hausses de réglementation, c'est que les cybercriminels, là je ne vais pas m'attarder sur la cyberguerre ou les autres impacts qu'on peut y avoir d'espionnage ou de activistes ou ce genre de choses, mais si je me concentre sur la cybercriminalité qui cherche à récupérer nos datas et à les monétiser généralement sur le dark web ou aider à faire qu'il y ait des ransomware as a services, enfin voilà, créer, on va dire, des entités dans le monde cybercriminel. Ils vont chasser des proies. Et donc ça, c'est l'ensemble des structures et l'ensemble des visiblement ciblés TPE, PME, ETI, comme le montrent l'ANSSI et les collectivités. Et la question, c'est où nous situons-nous? Est-ce qu'on essaie d'être dans le troupeau? Est-ce qu'on essaie de suivre? Ou on voit bien que dans la nature, quand les prédateurs chassent, en général, c'est les proies qui sont en arrière et qui sont les plus faibles qui se font attraper.
Alors, on n'est pas dans la nature, on est dans un monde au-delà du réel. Là, je vous ai mis une petite projection mentale, c'est un peu mon délire, désolé si ça va trop loin pour certains, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, le monde informatique, c'est pas la savane. Ça y ressemble, on pourrait le dire, mais en vérité, c'est un monde qui est difficile à illustrer, difficile à imager. Donc, j'ai travaillé avec l'IA pour essayer de mettre ma projection mentale. L'idée, c'est qu'on est dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on maîtrise pas, avec des risques, des dangers qu'on peut croiser. Et la question, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on décide d'avancer dans ce monde en tant que piéton, avec nos propres moyens, avec nos propres moyens de défense? Est-ce qu'on décide de s'équiper avec un véhicule, nos propres outils, de mettre nos pilotes, de gérer avec nos pilotes notre avancée? Ou est-ce qu'on va dans un wagon? Est-ce qu'on va dans un train? Est-ce qu'on essaie de suivre la tendance avec des professionnels? C'est ce que j'essaie de représenter avec cette personne en amont avec son espèce de boussole et sa lanterne, qui essaye de savoir où aller et où suivre le chemin. On voit qu'il y a des chemins tracés et des panneaux qui existent. Ça, c'est un peu l'idée des réglementations, des normes. On essaie de créer des espaces plus ou moins sécurisés avec des conditions. Et donc, la question, c'est de se demander où je me mets. Est-ce que j'essaie de naviguer par mes propres moyens avec mes propres connaissances? Est-ce que je fais confiance à quelqu'un dans mon véhicule ou est-ce que je suis et je monte dans le wagon en faisant confiance éventuellement à un prestataire, à un partenaire qui se renseigne et qui se met à jour en termes de niveau et de compétences? Donc, cette partie défi est en fait, l'idée c'est de se poser la question pourquoi le MDR peut être une solution et comment ça peut être une solution. Avant de rentrer dans le détail du MDR, je vais juste lister ces 6 principaux avantages qu'on peut avoir avec le MDR et après on va vous détailler un peu comment ça fonctionne. Le MDR, c'est donc un service manager qui s'appuie sur des technologies. Premier avantage majeur, c'est la surveillance hors des jours, hors des horaires de bureau, en 24/7 et 7 jours sur 7, qui va nous permettre de faire de la détection proactive des menaces, des éventuelles vulnérabilités, de les signaler. Ça va s'appuyer sur des experts qui vont vous faire des réponses personnalisées, donc nos threat hunters et nos SOC analystes, qui vont analyser les informations, les logs, et qui vont vous permettre de vous recommander rapidement de bonnes pratiques et éventuellement bloquer un incident au plus vite. Parce que du coup, nous, on a la capacité, encore une fois, de faire ça sur du 24/7 et du 365, et donc d'arriver à enrayer, j'ai envie de dire, une potentielle attaque et de vous donner après des recommandations pour reprendre du service, donc faire du confinement, l'éradication de la menace et améliorer la politique de la sécurité, faire éventuellement du durcissement de votre sécurité pour que les configurations soient plus sévères par la suite. Vous aider en matière de conformité. Donc, il y a encore une fois NIS 2, si jamais vous voulez aller dans des normes type ISO 27001, si jamais vous voulez être conforme et vérifier dans vos secteurs que pour les clients, hein, toujours, que vous avez le bon niveau d'exigence en termes de cyber, et ben, ce service va permettre de revendiquer un certain niveau. Solution de sécurité rentable dans la mesure où vous n'auriez pas à avoir chez vous en interne, encore une fois, je m'adresse au client final, vos équipes IT, experts cyber, constamment sur les consoles. Vous n'aurez pas à forcément vous équiper d'outils avec des coûts initiaux type des SIEM qui vont vous faire des connecteurs avec des ensembles. Là, vous avez la capacité de vous reposer sur un service qu'on va vous délivrer. Et enfin, tranquillité d'esprit et pour pouvoir se concentrer sur le cœur d'activité de l'entreprise et permettre de faire plus de production, plus d'efficience et du coup de ne pas se soucier chaque jour si on va traverser une période de traumatisme avec une éventuelle attaque. Donc voici en résumé cette première partie. Je vais laisser la main à Johan qui va Ouais, nous parler un peu plus en détail de ce qui rend notre MDR différent et son fonctionnement. je vais essayer de prendre la main. Est-ce que Alors, vous je voyez peux mon te la donner écran là? normalement. Tac, Est-ce tac, que vous voyez mon tac. écran là? Oui, c'est bon. C'est bon pour vous? Ok. On va rentrer donc, on va regarder sous le capot, savoir ce qu'il y a dans ce service de MDR. Parce que sachant que je vous donne mon opinion personnelle, je trouve que c'est un super service. Deuxième élément, je trouve que on parle de MDR sur le marché, mais il y a différents types de MDR. Tous n'apportent pas la même plus-value. Et mon objectif, justement, c'est de vous expliquer tout ça, de vous expliquer les points différenciants du service de MDR WatchGuard par rapport à la concurrence. Donc, si pour ça, il faut que je revienne en une slide sur le fonctionnement de notre EDR, de WatchGuard de PDR. Parce que justement, ça ramène vraiment des choses différentes. Le principe de fonctionnement de notre EDR, c'est qu'on va tout catégoriser.
et c'est l'IA qui fait ça. L'IA va catégoriser ce qui est malveillant, mais ce qui est légitime aussi. Nos statistiques nous indiquent que cette IA est capable aujourd'hui de comprendre 99,98% des flux qui arrivent sur un poste, donc un PC, un serveur. Le gain, déjà là, il est énorme par rapport à l'antivirus. L'antivirus, on est entre 12 à 40% de protection. Là, déjà rien qu'avec cette brique d'IA, on est à 99,98% de protection. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il reste encore cette petite zone grisée là, c'est 0,02% des flux que l'IA ne comprend pas. Et ce qu'on va faire, c'est unique sur le marché. On est les seuls à faire du zéro trust dans l'EDR pour ce que l'IA ne comprend pas. On va bloquer les flux correspondants et on les fait passer entre les mains d'humains, des threat hunters qui sont dans nos labs à Bilbao en Espagne et qui vont analyser le code. Ça dure entre quelques minutes jusqu'à 48 heures maximum et à l'issue de leur période d'analyse, ils vont être capables ils comprennent si le bout de code qu'ils ont analysé, s'il est malveillant ou s'il est légitime. S'il est malveillant, il est bloqué, s'il est légitime, il est laissé passer. On le libère finalement. Et surtout, nos threat hunters vont enrichir l'IA avec leurs conclusions d'analyse. Et une IA qu'on fait évoluer comme ça, c'est une IA qui devient de plus en plus pointue, pertinente. Il y a 5 ans, on était à 95% de compréhension au niveau de l'IA. 5 ans plus tard, on est passé à 99,98%. Plus les analyses des threat hunters, on arrive à un super taux de protection au niveau des clients. Par rapport à ça, ce qui est extrêmement différenciant, comme je vous disais, c'est le zéro trust. Personne d'autre ne le fait sur le marché. Les autres, finalement, ils restent ici. Ce que l'IA, ce que leur EDR ne comprend pas, il le laisse passer. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le client va se retrouver avec plein d'alertes dans la console de son EDR, plein de faux positifs, plein de choses à analyser. Et comme justement le disait Florian tout à l'heure, les clients n'ont pas forcément le temps pour ça. Ils sont débordés de boulot. Certains, la cyber, c'est quelque chose de pointu. Il y a un certain nombre qui n'ont pas forcément les compétences correspondantes. Et de là, ils se retrouvent avec une telle multiplicité d'alertes dans leur EDR que bien trop souvent, certains ne vont plus jamais dans leur console. Et c'est hyper dangereux parce que les attaques les plus dangereuses sont dans ce type de flux finalement. Et donc, c'est là où le marché pousse énormément dans la direction du MDR pour Managed Detection and Response, des intégrateurs, des constructeurs qui tous poussent en disant vous en avez besoin. Au bout d'un moment, on voit une vraie vague de fond sur le marché où on a un certain nombre d'intégrateurs qui ont perdu des clients parce que un concurrent était passé, leur a parlé d'MDR en disant vous avez besoin de ça. Le client, séduit par le discours, a signé et ils se sont retrouvés avec un EDR que le client n'utilisait plus et non renouvelé. Et c'est trop bête parce qu'on a un service qui va bien plus loin que la plupart des offres de MDR du marché, justement. Donc, par rapport à ça, comme je vous le disais, nos concurrents se retrouvent là. Nous, en fait, avec le Zero Trust et les threat hunters, ce qui est inclus de base dans le produit, dans le PDR, ça veut dire que nos équipes vont faire une grosse partie du boulot qui est fait par les offres de MDR de la concurrence finalement. Donc, ce qui veut dire que si on rentre, nous, dans l'offre de MDR de WatchGuard, ça va nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Petit résumé, après je vais rentrer dans le détail de tout ça. C'est un service donc, qui est en 24/24, 7/7, 365 jours par an. Je vais revenir sur les playbooks après. Et le fait que nos threat hunters ont déjà fait toute une part du boulot d'analyse fait qu'ils vont pouvoir se focaliser sur des choses beaucoup plus pointues finalement. On parle de chasse aux menaces, de chasse aux signaux faibles. C'est par exemple, imaginons à 3 heures du matin, Florian, mon collègue là, qui à 3 heures, qui se connecte du Bangladesh, alors que c'est bizarre, mais la veille au soir, il était à Paris.
se connecte du Bangladesh à 3 heures du matin en plus, généralement il dort à cette heure-là, va se connecter sur un serveur en Biélorussie pour télécharger un outil de prise de main à distance. Et ben, si on prend ces différents éléments qui individuellement sont légitimes, si on les corrèle ensemble, c'est là où on va trouver une attaque, très probablement, très vraisemblablement, et c'est ce type de menaces que vont chercher nos threat hunters, parce qu'ils ont fait tout le boulot de dégrossissage, a été fait par ailleurs, à l'avance, par ailleurs dans le produit de base finalement. Et donc dans cette offre de MDR, ça va leur permettre d'aller beaucoup plus loin et d'être sur un service beaucoup plus proactif et bloquer les attaques et surtout derrière faire tout un certain nombre de préconisations pour virer l'assaillant, pour nettoyer la situation et surtout de préconisations de long terme d'évolution de l'infra-client pour, dans l'objectif de diminuer constamment la surface d'attaque possible pour en permanence être dans cette démarche continue d'amélioration afin de toujours augmenter, monter toujours d'un cran régulièrement le curseur de sécurité client avec un certain nombre de rapports. Je reviens sur le playbook. C'est un service qu'on vous propose à vous, avec des experts de l'autre côté, chez nous. Mais il y en a un certain nombre qui disent bon, je bosse déjà comme un fou, avec une productivité de malade, j'ai pas envie d'être réveillé la nuit. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là s'il y a une attaque la nuit? Parce que souvent les attaques, c'est le vendredi soir, c'est le week-end, c'est la nuit, quand il n'y a personne derrière les écrans. Certains de nos intégrateurs, les attaques chez les clients, les attaques avérées, c'est pas tous les jours, heureusement. Donc, certains disent non, on n'a pas d'astreintes qui sont mises en place dans notre société, mais moi, par exemple, le patron, j'ai une boîte de 20 personnes, mes clients, ils sont clés, je laisse mon numéro de téléphone. Ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'il va donner faire une règle sur son téléphone pour que uniquement ce numéro de téléphone spécifique espagnol puisse faire sonner le téléphone. Tous les autres, ça ne va pas sonner. Et oui, je veux être réveillé en pleine nuit si un de mes clients se fait hacker et j'aurai les ressources, je passerai les coups de fil qui vont bien pour réveiller les personnes de mes équipes. Mais ça, c'est pas partout qu'on voit ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a la notion de playbook où on se met d'accord avec vous sur les horaires de travail de vos équipes. On va dire, par exemple, 8h30, 19h, par exemple. Et entre 19h et 8h30, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il y a une attaque avérée qui est détectés par nos threat hunters, à ce moment-là, ils vont avoir la possibilité de faire un certain nombre d'actions pour bloquer l'attaque. Par exemple, le poste de Florian à 3 heures du matin, là, ils se rendent compte qu'il s'est fait hacker, il s'est fait piquer son login mot de passe. Imaginons qu'il n'ait pas de MFA. Il s'est fait piquer son login mot de passe, l'assaillant est rentré sur sa session RDS, ils vont bloquer les connexions réseau de cette session RDS pour finalement couper les pattes au hacker. Il n'accède plus la machine d'un coup et vous, le lendemain matin, vos équipes reçoivent, elles vont le recevoir immédiatement, mais ils vont le voir que le lendemain matin, pour aller faire la remédiation correspondante sur le poste de Florian pour tout nettoyer et faire en sorte que l'assaillant ne revienne plus. C'est ça justement cette notion de playbook qui nous permet d'avoir de chez vous, de ne pas être en 24/24, mais nous de toute façon on sera en 24/24 au niveau de nos équipes de threat hunting. Donc ça c'était un peu la version résumée. Si on rentre un peu dans le détail, notre service de MDR il va faire ça. On part de la surveillance 24/24 7/7 avec, on va inspecter de façon continue l'activité des endpoints et à ça, on va faire cette notion de corrélation dont je parlais juste après. Et ça va être constamment enrichi par des nouvelles télémétries. L'objectif, c'est cette notion de détection comportementale, c'est d'identifier
des comportements qui s'écartent des normes. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ces comportements qui s'écartent des normes, nos threat hunters vont les faire entrer dans une matrice Mitra-attack qui va leur permettre de mettre en lumière les techniques et les tactiques qui sont utilisées présentement dans le cadre de cette attaque. Pour l'analyse, ça c'est juste l'envers du décor, c'est le type d'outils qui vont utiliser. Et de là arrive le rôle, le volet de détective, d'enquête sur l'incident, où le threat hunter va analyser les événements, confirmer ou pas l'attaque. Dans certains cas, ça peut être un faux positif. Et donc, dans ce cas-là, il va indiquer que ce n'est pas une vraie attaque. Tant mieux. Si c'est une attaque, il va identifier les causes, les effets, les impacts et surtout les étapes de remédiation à mettre en œuvre pour nettoyer la situation. On peut passer dans la phase de confinement du poste. C'est une phase qui est optionnelle. Dans certains cas, c'est pas nécessaire. C'est sélectif. On va pas mettre en quarantaine, en confinement toute votre infra. On va couper les connexions réseau juste du poste concerné. Et c'est sur mesure, client par client, situation par situation. Ils vont justement isoler les endpoints qui sont affectés pour éviter toute propagation de la malveillance, de l'attaque sur le reste du réseau. Et ensuite, on passe sur la partie rapport et ligne directrice, où il va y avoir une analyse détaillée de l'incident, des recommandations pour supprimer les traces de l'assaillant, une amélioration de la posture de sécurité, ça c'est le côté long terme, et en vue d'atténuer les risques futurs. Et on continue, puisque nos équipes vont rester en chasse, en optique de chasse à la menace, où ils restent en threat hunting proactif pour éventuellement trouver des menaces qui pourraient être cachées au sein du réseau pour les nettoyer et voir identifier les nouvelles techniques d'attaque qui pourraient avoir lieu. Et donc la boucle, elle continue comme ça indéfiniment. Je vous parlais des rapports. Jusqu'alors, on n'avait que ça. Et je vais vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis jusqu'alors. On avait 3 types de rapports. On avait un rapport d'incident, un rapport de tout ce qui s'est passé dans la semaine et un rapport de tout ce qui s'est passé dans le mois. Là, c'est un petit exemple tout bête d'une infection. C'est un trojan bancaire. Il est là, ici. Ça prend des copies d'écran, c'est un keylogger, ça récupère des données, dont des données bancaires à partir d'un navigateur Internet. Et la raison pourquoi il y a un EPDR, mais pourquoi est-ce que le client s'est pris cette malveillance, c'est parce que bêtement, il y avait une exclusion qui avait été configurée sur le réseau client, et la malveillance, elle est passée par là, c'est ballot. Et donc, il y a eu cette malveillance qui a été détectée par les équipes de threat hunting et ils vont donner tout plein d'infos sur ce qui s'est passé, ce que fait cette malveillance et avec un certain nombre de points de recommandation, de remédiation. Là, c'est une attaque qui est toute bête. Donc, forcément, quand c'est un truc tout simple, il y a juste quelques points en termes de remédiation où là, il faut lancer un scan pour enlever toute trace du malware, enlever surtout cette exclusion débile, notifier les utilisateurs qu'il y a eu un outil qui piquait des données qui a pu être installé, changer les logins mots de passe, s'assurer qu'il n'y ait pas encore de traces sur le réseau et voir faire une campagne de phishing au niveau client. Donc voilà, c'est un exemple pour une attaque toute bête. On a les rapports dans la semaine, tout ce qui s'est passé, avec le nombre de postes. Et là, c'est là où on est aussi dans l'amélioration continue de la posture de sécurité du client, puisque on voit des erreurs dedans. Comme par exemple ici, là, il y a des postes qui sont en erreur. Surtout, il faut que tout soit en vert. J'ai vu des attaques où le client était équipé en EPDR, mais bêtement, il avait un poste, non, il en avait même plusieurs, qui n'avaient pas de licence. Il faisait de l'économie sur une licence. C'était sa licence entre son poste de travail qu'il utilisait au quotidien
et son fixe et une licence sur son PC qui changeait de l'un à l'autre. L'assaillant est rentré sur l'autre poste sur lequel il n'avait pas de licence. C'est quand même débile de se prendre une attaque pour des postes qui sont pas protégés ou mal protégés. Et on va avoir plein de choses. On découvre dedans tout ce qui va pas. Par exemple, en termes de paramétrage de l'EPDR, où on voit il peut y avoir certains postes qui sont encore en mode audit, d'autres qui sont en mode hardening. C'est quand il y a juste de l'intelligence artificielle qui tourne, il n'y a pas le mode zéro trust, le blocage, c'est dommage. On voit tous les autres problèmes qu'il peut y avoir. Et après, le rapport mensuel, il donne là aussi plein d'infos, dont cette valeur ici qui est super importante, ce curseur. Et d'un coup d'œil, on peut voir si justement la qualité de service en termes de sécu client est en train de se dégrader ou s'améliorer. C'est vraiment utile comme rapport. Ça, c'était jusqu'alors. Mais ça vient de sortir il y a depuis 2 jours. On rajoute un rapport sur, un portail d'analyse client intégrateur qui va permettre d'avoir l'information sur ce qui se passe, ce qui s'est passé au niveau des analyses. Et surtout, ça donne plein d'infos en plus, dont la réduction du bruit chez le client, c'est les faux positifs qui ont été virés. Et surtout, ça vous donne toute une visu en plus, mais au final, derrière, ça vous permet, jusqu'alors, dans les rapports, on avait les attaques. Mais là, finalement, on voit tous les faux positifs qui ont été nettoyés, tout ce qui s'est passé dans l'environnement client et qui ont été analysés par les no threat hunters. Et donc, finalement, ça ramène énormément de matière au niveau client. Parce que jusqu'alors, quand il y avait les rapports d'incidents, OK, il y avait les rapports toutes les semaines, tous les mois, mais un rapport d'incident, il n'y en avait que quand il y avait un truc réel, avéré qui s'est passé. Là, ça permet de donner beaucoup plus de matière. Et par exemple, pour certains qui vendent des revues trimestrielles ou semestrielles ou annuelles, au niveau client, ça permet de raconter plein de trucs en plus et de découvrir plein de choses qui sont améliorées aussi en termes de sécurité client. Et ça, c'est tout nouveau en fait. Aujourd'hui, cette offre de MDR se fait sur du WatchGuard ED, la couche EDR seule, parce qu'on ne la vend pas souvent celle-là, on vend plutôt la couche PDR où il y a l'antivirus et l'EDR dedans, c'est celle qu'on vend tout le temps, et où la partie Advanced PDR. Avec la partie Office 365 où la protection de tout ce qui est Microsoft 365 est inclus de base dans cette protection MDR. Et depuis quelques jours, on rajoute la protection Defender. Pour les clients équipés en Defender, on peut même faire un environnement mixte. On l'a vu pour certains qui ont une part du parc en Defender et le reste du parc sur d'autres sites en EPDR. On peut gérer les deux. Ça, c'est aujourd'hui. Et à terme, c'est un autre élément hyper différenciant par rapport à un certain nombre d'offres de MDR du marché. On va à terme être capable de proposer cette solution de MDR sur toutes les solutions WatchGuard. Vous voyez, au niveau on est en train de bâtir une plateforme unifiée de sécurité avec de l'IA au centre de tout ça, une IA qui est de plus en plus pointue parce qu'on va corréler des choses qui sont en train de se passer sur les différentes solutions de sécurité WatchGuard, entre le firewall, entre le DR, entre le MFA, entre le Wi-Fi, etc., etc. On rajoute aussi d'autres produits de protection, comme par exemple la protection réseau avec le NDR pour Network Detection and Response, etc., etc. On en rajoute constamment. À terme, on sera capable de faire du MDR sur de l'XDR ou de la plateforme unifiée de sécurité WatchGuard. Petit bémol, ça sera une licence plus chère, hein. Ça ne sera pas le MDR classique, le MDR Core. On sera aussi à terme capable de faire du MDR Open, par exemple, avec toute une partie de l'infra de sécu en WatchGuard, mais pourquoi pas avec un firewall Fortinet ou Storm Shield ou autre.
Normalement, ça devrait être à horizon d'1 an, ça. Ce qui est assez probable parce que tout ce qu'ils nous ont dit pour l'instant est arrivé dans les temps, toutes les évolutions qu'on a vues dans ce service de MDR. Donc, je pense que c'est quand même probable qu'on ait ça d'ici 1 an, mais à voir. Il y a 2 prérequis qui sont hyper importants. C'est qu'il vous faut un certifié technique endpoint et une session d'onboarding, sachant que le certifié technique endpoint, c'est quand même la plus facile des certifs, de nos 4 certifications techniques. Il faut la bosser, mais c'est la plus aisée. Enfin, il faut quand même la travailler. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous envoie les ressources, des licences pour manipuler ou autre, à votre disposition. Et la session d'onboarding, c'est une session qui est faite avec nos collègues avant-vente, où ils vont expliquer dans le détail cette offre de MDR pour que vous ayez un maximum d'informations techniques sur comment ça marche, sur les outils, sur comment commencer, comment lancer le service MDR sur un de vos clients. C'est 2 prérequis qui sont fondamentaux pour pouvoir faire ce service de MDR, sachant que pour info, on le propose de 2 biais différents. Dans certains cas, on peut le vendre en licence, 1 an, 3 ans, pour le nombre d'endpoints nécessaires. Par exemple, si vous avez 52 EPDR, licence EPDR, on met 52 licences MDR, donc en mode traditionnel 1 an, 3 ans, ou de plus en plus, on le fait aussi maintenant en mode locatif MSSP. Où l'avantage, c'est que c'est super intéressant au niveau tarifaire parce que vous avez un prix fixe, quel que soit le nombre de services MDR que vous avez proposés sur votre parc. Vous connaissez le prix et ça vous permet d'avoir des tarifs qui sont canons et qui vous permettent de faire de jolies marges parce que derrière, c'est un service, hein. Nos équipes de MDR vont échanger avec vos équipes, votre support, et donner tout un certain nombre de préconisations d'évolution. Mais par exemple, s'ils vous conseillent de faire de l'isolation réseau, ils vont pas faire l'isolation réseau à la place de votre client, ou c'est à vous de le faire. Donc, il y a toute une part de service qu'il faut que vous ayez prévu. Donc, c'est pour ça que la partie locative MSSP de service MDR, en ayant des tarifs canons, ça vous permet de faire des jolies marges et de faire un beau service de votre côté derrière, et en plus en étant super compétitif sur le marché par rapport à la concurrence. On vous a mis ici un certain nombre de ressources et on vous enverra ce PowerPoint. Et je vais repasser la main à mon collègue Florian pour la suite. Yes, merci Johan. Alors, je vais reprendre la main. Tu l'avais passé Tu me normalement. l'as passé. Yes, ok. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc là, on a vu au début la partie donc défi, contexte et donc les avantages. Et là, on vous a un petit peu décrit le fonctionnement pour que ça vous parle, effectivement, que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dans les coulisses. Maintenant, on va parler un petit peu plus pénétration de marché et simplement comment aujourd'hui aborder l'intégration de ce service dans votre clientèle. Donc, pénétrer le marché, en fait, c'est le service MDR aujourd'hui. Quand on débute, il faut un peu se préparer parce que par rapport, vous l'aurez pas manqué de le constater, à l'historique WatchGuard, on est sur un virage de notre ADN puisqu'on était sur de la technologie pure depuis 1996. Et maintenant, depuis l'année dernière, on est sur du service. Donc, c'est sûr que dans la réflexion et dans comment aborder mes clients, il y a forcément une évolution à mener. Donc, on a listé quelques points clés qui nous semblent importants pour mener à bien l'intégration du service MDR dans vos clients. Donc, la cible, essayez de définir vos cibles selon la taille de vos clients, selon les secteurs chez vos clients. Est-ce que c'est dans le monde de la santé? Voilà, on a parlé des besoins en conformité. Il y aura peut-être des clients qui vont être beaucoup plus réceptifs que d'autres. Selon les tailles, essayez aussi toujours de mettre en ratio le volume d'IT, enfin de personnel IT disponible, puisqu'il faut toujours, la question que je répète depuis le début de l'année, que je continuerai de répéter toute l'année, qu'il faut se poser, c'est comment mes clients gèrent la sécurité et combien de temps ils y passent. Et l'idée, c'est de se poser la question, quels sont leurs besoins
et surtout pas d'arriver les voir en leur demandant de quoi avez-vous envie d'un point de vue sécurité. Si vous vous posez la question quelles sont vos recherches en matière de sécurité, ça veut dire que en face de vous, vous avez potentiellement des profils auxquels vous avez confiance que dans leur niveau en termes de benchmarking, en termes de suivi et de veille, mais voilà, bien cibler vos clientèles pour derrière faire la suite, faire votre packaging MDR, savoir bah, le niveau de MDR, vous allez le mettre dans vos piles de services, à quel niveau vous allez l'intégrer dans vos packages, à partir de quel encore une fois, volume éventuel, voilà, à partir de quel package que le PDR plus du MDR. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez proposer? Est-ce que vous le proposez que s'il y a un ensemble de services associés? Donc ça, on va le voir aussi un peu après. La partie organisation, vous interrogez si chaque partie prenante dans l'entreprise est prête à intervenir pour intégrer le MDR. Donc, est-ce que la cellule communication, marketing a les moyens pour en parler? Est-ce que la cellule technique a été formée, a été onboardée, sait le faire? Est-ce que le commerce a le bon discours, a les bons outils? La mise sur le marché, eh bien là, c'est vraiment purement sur ce que vous avez fait précédemment en termes de ciblage, sur quel type de réseaux sociaux on va vouloir communiquer, est-ce qu'on va faire des campagnes de lead generation, est-ce que on a nos supports visuels, est-ce qu'on a les bonnes datasheets, les bonnes brochures, voilà, s'interroger si on a tout ce qu'il faut pour pouvoir livrer et accompagner le discours et démontrer la valeur. Donc c'est un peu le sens de cette présentation, c'est expliquer ce qu'il y a un peu dans les coulisses, savoir en parler, et expliquer pourquoi ils en ont besoin. Et c'est vous qui devez être un peu force de proposition sur aujourd'hui, on va vous suggérer et mettre en place tout un ensemble de technologies avec de l'IA qui va améliorer toutes les détections, on va avoir beaucoup de pertinence, on va avoir beaucoup plus de visibilité, mais comment je fais pour agir et pas juste réagir? Et c'est là où on va s'interroger sur quelles sont les tendances, quel est un petit peu l'électrocardiogramme, je dirais, de l'environnement SI, et est-ce que je dois effectivement mener une action pour durcir ma sécurité? Donc pour ça, il faut s'interroger sur packager le MDR pour avoir cette rentabilité parce que vous allez arriver sur le marché pas en proposant une technologie en tant qu'un add-on, comme on pourrait l'avoir historiquement. Par exemple, sur de l'EPDR, on va dire qu'il faut pouvoir mettre du patch management. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recommande, pouvoir faire du patch automatique sur des éléments, des CVE critiques de sécurité. Voilà, c'est un add-on. Maintenant, si le MDR, vous l'approchez de cette façon-là, eh ben, vous n'allez pas forcément avoir la bonne écoute. Aujourd'hui, il faut dire, il y a des besoins de conformité, il y a des risques, il y a des expositions, voilà tous les points clés, les défis majeurs qu'on a évoqués, et avoir une surveillance continue, c'est un indispensable. Donc, comment est-ce que je vais amener ces solutions selon mes clients? Donc, une fois que j'ai bien segmenté, je n'aurai pas forcément le même discours vers un client plutôt qu'un autre. Expliquer qu'on peut le faire au fil du temps. Peut-être que je peux commencer uniquement, encore une fois, avec le PDR et du MDR, puisqu'on l'a vu pour le moment, c'est la brique centrale pour pouvoir faire du MDR, bien expliquer la valeur du MDR, envisager d'autres niveaux d'assistance. Donc, je vais le montrer juste après sur les réponses aux zones de risque des clients, mais c'est de dire est-ce que je pourrais associer mon MDR dans des packages où j'aurais de la sensibilisation, où j'aurais voilà, des choses en plus de ce que j'offre avec mes technologies et avec le service MDR pour avoir une vraie expertise de bout en bout. Donc ça résume dans l'esprit du packaging les points faibles des clients qu'on va retrouver, la partie exposition aux menaces, la partie manque d'expertise, le fait qu'on a un besoin de conformité, le fait que les coûts d'une cyberattaque peuvent être globales. Donc je vais pouvoir proposer plusieurs niveaux. Est-ce que je veux faire de l'EDR managé? Est-ce que je veux faire de l'EDR associé avec du MDR? Est-ce que je vais mettre dedans laisser la main, on va dire, au client en lui vendant le produit et en lui mettant à disposition le service, ou est-ce que c'est moi qui vais garder la main pour faire en sorte qu'il y ait un niveau de cyberhygiène maîtrisé par mes services? Est-ce que je vais associer à ça des suivis des réglementations et donc garantir que technologiquement, en tout cas, on soit en conformité réglementaire? Et après, je peux associer avec de la cyberassurance, donc avoir un package encore une fois plus global, évoquer les sauvegardes, évoquer les sensibilisations, enfin, voilà, avoir un package complet en disant nous, on sait délivrer de la cybersécurité avec du 24/7, du 365, de l'accompagnement utilisateur, de la sauvegarde, et donc voilà, délivrer le maximum de vos services. Mais il faut avoir défini ce chemin et à chaque fois se dire comment j'intègre le MDR tout au long de ce chemin parce que c'est un prérequis par rapport aux risques rencontrés.
Donc les objections qu'on va avoir, ça va être, mais est-ce que j'ai vraiment besoin du MDR? Rappelez les coûts éventuels d'une cyberattaque. Quand on vous dit aussi, est-ce que ça me semble exagéré? Bien, mais aujourd'hui, qui va manager? La fameuse question, comment vous gérez et combien de temps vous y passez? Combien de temps on consacre à suivre les informations remontées par les outils de sécurité? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une solution? La solution de sécurité n'est pas assez bonne. Ça, c'est le monde de la cybersécurité qui répond à cette question. C'est la cybersécurité, c'est du multicouche. Donc le principe même de la cybersécurité, c'est différentes couches de sécurité, ce que j'appelle parfois le miner le terrain. Et donc c'est de se dire maintenant on sait miner le terrain avec plein de technologies, mais comment je fais pour voir dans des signaux faibles si une attaque est en cours, comment je fais pour réagir encore plus vite? L'enjeu de la défense, c'est toujours de réagir le plus rapidement possible par rapport à une tentative d'intrusion, quelque chose de risqué. Donc oui, il y aura toujours besoin au fil des années de s'équiper en termes de sécurité. Le MDR, c'est pas une technologie, c'est important de le dire. Enfin, il y a de l'IA, bien sûr, mais c'est de l'expertise, c'est de l'expertise SOC et c'est de faire écho aux clients finaux. Aujourd'hui, où est-ce que vous investissez les compétences d'expertise cyber et quels seront, où est votre curseur? Est-ce qu'il est très exigeant? Est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que vous avez des suivis réguliers? Eh bien, avec le MDR, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. On l'a vu, on a des rapports mensuels, on a des rapports hebdomadaires, on a des rapports sur incidents. Et ça va nous permettre de durcir les politiques de sécurité régulièrement. Malgré tout ça, si vous avez encore des difficultés à faire passer le message, il y a une analogie très facile et on va s'approcher du terme, après il y aura la partie questions-réponses qu'on va vous donner. C'est une analogie encore une fois très basique qui va être la sécurité du domicile. Okay, sécurité de domicile, c'est très standard, c'est très basique. On a une porte d'entrée, un verrou et ou plusieurs verrous, peu importe, mais on a une serrure. Ça, historiquement, ce qu'on va en analogie représenter comme l'antivirus. Donc l'antivirus, malgré tout, si un cambrioleur tente de pénétrer, il va crocheter, hein, hacker pour le coup, en anglais, il va réussir à crocheter et à rentrer dans votre domicile. Une fois qu'il rentre dans votre domicile, vous pouvez avoir des On voit les capteurs et images. ah, je dois cliquer au fil de l'autre. Tu as raison, tu connais bien la présentation. Donc ça, c'est le verrou. Après, il y a la maison où vous pourriez avoir des caméras et vous pourriez avoir des détecteurs de mouvement. Donc ça va être des éléments plus avancés, plus récents, quelque part, que la serrure et que la poignée. Mais voilà, ça va vous donner une capacité de contrôle et de détection. Ça, c'est l'EDR, qui est plus récent. Qui s'appuie donc ça, j'ai fait l'analogie que sur la techno endpoint. Dans les faits, nous, on pourrait le faire sur plusieurs couches de sécurité, puisque vous le savez, on fait d'autres choses que du endpoint. Mais in fine, si jamais il y a des alertes qui viennent, eh bien, il va quand même falloir parfois la traiter. Donc ça, c'est la surveillance. Et cette surveillance, c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui, ce qu'on vous a montré, c'est le MDR. Je prends un cas pratique. Si jamais vous êtes parti en vacances, le voisin a joué au foot avec ses enfants, ils ont lancé le ballon dans votre jardin, potentiellement ils ont escaladé la clôture parce qu'ils savent que vous êtes parti pour 3 semaines et ils viennent de l'envoyer au bout de votre premier jour de vacances. Ils ont escaladé la clôture, ils sont allés chercher le ballon, ils sont repartis. Potentiellement, il y a eu un signalement, il y a eu une alerte. Eh bien, le rôle de la surveillance, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est produit. OK, il y a effectivement une alerte, il y a effectivement quelque chose qui s'est produit, mais c'était juste le voisin qui a sauté la clôture et qui est reparti avec son ballon. Eh bien, nous, c'est tout cet enjeu-là de voir les experts cyber qui vont essayer de faire de la surveillance de log et de vous donner un rendu. Est-ce que ce qui est en train de se produire, c'est le voisin qui a apporté le ballon, donc c'est potentiellement un faux positif, ou est-ce que c'est une alerte réelle? Et dans ces cas-là, il faut mener potentiellement des actions. Peut-être que vous n'aviez pas fermé le portail et donc les gens ont pu rentrer normalement. Et ben maintenant, il va falloir mettre un tour de verrou pour fermer le portail et empêcher les intrus de rentrer dans vos environnements internes à la société. Voilà pour cette approche MDR. J'espère qu'elle a été assez claire. L'avantage, c'est que vous aurez le replay, vous pourrez le revoir en continu. Élément important, on vous accompagne s'il le faut. Vous avez vu dans le onboarding, il faut faire un accompagnement avec nos avant-ventes et vos techniciens. Donc, si vous voulez aller plus loin, consultez-nous pour qu'on puisse prendre rendez-vous et faire ce point onboarding et vous expliquer le fonctionnement, surtout avec les équipes techniques.
Si vous souhaitez voir un petit peu plus en détail, en personnalisé, ben, on est disponible, on est là pour vous. Sur ce, place aux questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est peut-être que nous avons été très clairs, j'espère. J'ai pas regardé le chat, j'ai l'impression. Il y en a une qui a été répondue par Alex. Alex, si tu peux éventuellement, celle de Fabien, si tu peux l'expliquer, si c'est possible. Ouais, en fait, comme tu le disais, Johan, je crois que c'est depuis le début de la semaine ou fin de semaine dernière, en fait, qu'on a accès à la console de Act Zero, qui est la société qu'on a rachetée à la fin de l'année, sur la partie MDR. En fait, ça permet effectivement de sortir du côté boîte noire, on va dire, du MDR qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, en pouvant suivre un petit peu les investigations que font les threat hunters. Et du coup, la console, elle est accessible donc pour les clients qui ont forcément des licences MDR qui sont affectées à leur compte. Et vous avez un petit menu en plus dans WatchGuard Cloud, soit dans la partie surveillée, soit dans la partie configuration. Il y a un petit menu en plus qui est apparu avec Managed Services. Et quand vous cliquez dessus, donc, vous basculez sur la console de Act 0. Et après, ce que j'ai mis, alors je peux le mettre dans le chat aussi, parce qu'on a un lien sur le Support Center, justement, hop là, qui a été mis à jour. Je vais le poser dans le chat pour tout le monde. Où on a accès aux informations en fait relatives à ce qu'on retrouve sur cette page. Hop, et je vous mets le lien ici, normalement sur la partie chat, vous devez l'avoir. Et je ne sais pas si vous voyez mon écran aussi sur le guide Ouais. pour la commercialisation rapide. Je vous mets le lien aussi pour cet élément-là, qui vous sera également utile à tête reposée pour effectivement voir différentes informations sur ce qu'on vient de voir ensemble, les 6 avantages clés des services MDR. Enfin, ça reprend en partie la présentation d'aujourd'hui. Et c'est toujours bien d'avoir un petit livre blanc sous le coude pour avancer sur ce service qui va être, je pense, un des termes clés de cette année, en tout cas, puisque ça regroupe tout un ensemble de nos services de sécurité et ça vous permet aussi de représenter, en tout cas, un niveau d'expertise auprès des clients et de gagner en confiance vis-à-vis du client et de pérenniser, c'est l'objectif, vos relations avec vos clients, en passant par la cyber. Et là, je me permets là pour la question concernant la partie mise en œuvre du playbook, etc. Pareil, en fait, quand un client a des licences MDR qui lui sont affectées, du coup, toujours dans WatchGuard Cloud, dans la partie de configuration de l'EPDR, il va y avoir un menu spécifique au MDR. Et dans ce menu-là, en fait, on va définir effectivement quels sont les postes de travail ou les serveurs qui sont importants pour l'environnement du client et sur lesquels il faut attacher une importance et une surveillance supplémentaire. On va définir aussi quel est le moyen de remédiation que vont pouvoir entreprendre les threat hunters. Alors, comme vous l'avez dit, hein, ça va être l'isolation des machines. Et s'il y a des machines qui ne doivent pas être isolées, pareil, on va pouvoir sélectionner ces machines-là dans le playbook. Donc, tout ça, c'est directement dans la console WatchGuard Cloud, dans la configuration de l'EPDR. Mais après, alors, toujours par rapport à la question de Yves, avant tout ça, effectivement, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il faut faire une session d'onboarding sur le MDR avec nous, en C'est gros, déjà pour que fait vous pour soyez eux. référencés comme. Pardon, tu allais dire quelque chose? C'est déjà fait pour eux. C'est fait? Ok, d'accord, ça marche. Comme j'ai pas le nom de la société derrière et tout, j'ai pas le. Mais ok, très bien. Bah, du coup, on se recontacte à la limite et puis je pourrais vous montrer ça sur la console. On a une question, c'est une idée des budgets. Bah, Rachid, je te rappelle, tu verras, c'est sympa comme prix. Et Et après, si tu peux répondre à l'interaction. celle d'après, si possible. Ouais, l'interaction entre le MDR et Office 365. Alors, en fait, dans le MDR, aujourd'hui, du coup, il y a deux produits, on va dire, ou deux offres de services sur le MDR. Il y a le MDR Core, euh, qui permet d'avoir des threat hunters, on va dire. Alors, je le schématise en gros, de toute façon, là, toute la presse et tout, là, je pense que vous avez bien compris l'objet du service, mais en gros, avec le MDR Core, on fait de la surveillance de la télémétrie de la partie Endpoint Protection WatchGuard, donc EDR, EPDR et Advanced EPDR ou Advanced EPDR. Et en plus, on fait la surveillance de la partie Office 365. Donc, c'est dans le même service, on surveille la télémétrie remontée par les postes de travail, mais on regarde aussi ce qui va se passer si le client a un tenant Office 365. Et après, il y a la deuxième chose qui est le MDR
je l'ai plus en tête précisément, je crois que c'est Core for Microsoft, si je dis pas de bêtises, où là c'est la partie effectivement Windows Defender, la télémétrie de Windows Defender que vont analyser les threat hunters. Mais toujours dans ce bundle-là, on va dire, il y a également la surveillance de la partie Office 365. Donc en gros, dès que vous proposez à un client le service de MDR, on prend en charge la télémétrie d'endpoint et ce qui se passe sur le tenant Office 365. Je ne sais pas si c'est plus clair. C'est bien le nom en tout cas. C'est MDR Okay. Core for Microsoft. Ok, très bien. Eh bien, nous avons atteint 15 heures. Je crois que les questions ont toutes été répondues. Ouais. Merci à tous Qui pour la demandait les coordonnées participation. d'Alex. Ouais, mais on les lui enverra en décalé. En plus, moi, enfin bon, personnellement, j'ai un rendez-vous, il faudra que je décolle. Du coup, si tu peux lui envoyer à la limite, Yoann, et puis Ouais, ça marche, sans problème. ça marche. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci Yoann, merci Alexandre. Et, Yes. puis à très bientôt. Ouais, On est à votre Merci. disposition. Sur ces différents sujets. Merci Chloé. À plus tard. Bonne journée. bye bye.